Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je vais essayer de ne pas être trop chiant et de rendre le truc un peu interactif. Je vais démarrer peut-être par me présenter un petit peu, puis ensuite vous expliquer comment, pour quelqu'un qui a joué la dernière fois sur FIFA 98, je suis arrivé à monter un projet dans l'e-sport qui s'appelle aujourd'hui MCES, que certains connaissent peut-être, en tout cas les joueurs Fortnite j'espère, ceux de League of Legends aussi qui doivent être derrière. Moi j'ai 44 ans. J'habite à Marseille, j'ai fait mes études dans la région de Marseille. Ensuite, je suis parti, pour que vous compreniez le parcours, j'ai fait une école de commerce. Je suis parti ensuite vivre en Afrique pendant 2 ans, dans lequel j'ai travaillé dans la supply chain, la logistique. Je suis revenu, j'ai travaillé dans une boîte qui fait des télécoms, donc au niveau international, qui s'appelle Gemalto, qui vend des cartes à puces. Donc j'ai voyagé dans le monde entier pendant 15 ans dans cette société-là. Et il y a de ça 7 ans, j'en avais un peu marre d'être dans la grosse boîte. Vous verrez, un parcours professionnel passe à droite, à gauche. On n'a pas toujours les mêmes envies en fonction de notre vie et de notre maturité. Et j'avais envie d'entreprendre et de créer ma propre boîte. Donc avec mon épouse, on a tout quitté et on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Ma passion première étant le football. On a lancé des salles de foot à 5. Vous jouez peut-être à Lyon, il doit y en avoir, non? Des Urban, des Five, des trucs comme ça. On en a ouvert une première sur Marseille en 2013. Dans laquelle on a voulu mettre des académies, comme ça vous comprendrez pourquoi on en est arrivé à MCES. On a voulu mettre des académies footballistiques, bien sûr, mais qui allaient un peu à l'inverse de ce que faisaient les clubs de foot traditionnels. Donc on a eu une approche un peu disruptive du marché, et on s'est dit on va faire des académies de foot dans lesquelles le plaisir va être au cœur du jeu, et n'importe quel enfant, quel que soit son niveau, puisse venir y accéder. Ça a tellement marché qu'on a signé avec l'Olympique de Marseille une licence nationale et internationale pour gérer tous leurs stages et leurs académies. Donc on a développé avec mon épouse et des gens qui m'accompagnent depuis le début, parce que seul j'aurais rien pu faire évidemment, des écoles de foot qu'on a déployées en France et à l'étranger. Et on a acquis une expérience dans la gestion académique des parents, des enfants et du marketing qui va autour. Ensuite, en 2017, on a ouvert un deuxième centre de foot à 5 dans lequel on a mis aussi du basket, du badminton. Donc on s'est un petit peu diversifié sur les pratiques, pour en arriver à ouvrir, pour la petite histoire, en fait, mon beau-frère qui est beaucoup plus jeune que moi, lors d'un dîner, m'a parlé d'e-sport, de jeux vidéo, m'a expliqué le phénomène qui était en train de se produire. Je le voyais parce que j'ai un petit garçon de 14 ans, je voyais bien qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo, je vois bien qu'il regarde des influenceurs, des stars ou des joueurs sur Twitch, que je découvre. Hein. Voilà, il y a 2 ans, je ne savais même pas ce que ça voulait dire Twitch, donc je vous dis que j'arrive de loin quand même. Et rapidement, alors pour la petite histoire aussi, je me pète le tendon d'Achille, ça c'est une blessure qui arrive entre 40 et 45 ans, donc j'arrive en plein dedans, et je me retrouve pendant 3 mois à la maison à ne pas pouvoir bouger, et là je commence à regarder un peu sur internet ce qu'est l'e-sport, et je découvre en fait que mon fils, c'est pas un cas isolé, mais qu'il y a des centaines de millions de personnes dans le monde en fait qui sont touchées par le phénomène, et que c'est une vraie culture, un vrai élément aujourd'hui de la vie quotidienne de la nouvelle génération. Tout ça pour vous faire comprendre que beaucoup de gens de ma génération sont totalement à la ramasse sur ce sujet, ne comprennent pas les enjeux autour du gaming et de l'e-sport, et qu'aujourd'hui on est en train d'évangéliser un petit peu ce marché, et notamment chez les décideurs qui sont bien souvent des gens de ma génération. Donc ensuite on décide de rentrer sur ce marché avec nos savoir-faire, à savoir la gestion des académies. Donc le premier move qu'on fait avec mon épouse et un petit pool d'investisseurs, c'est de monter des académies d'e-sport dans lesquelles on décide de réconcilier le sport et l'e-sport. Parce que pour nous, il est important de faire comprendre aussi aux nouvelles générations qu'il n'y a pas que le jeu vidéo, qu'il faut aussi sortir, faire du sport, avoir une vie équilibrée. Je pense que l'e-sport ou le gaming doit faire partie d'un équilibre global. Donc on part sur ce principe-là. On ouvre une première académie le 5 décembre dernier, en 2018, donc on était encore sur l'année dernière, dans laquelle en fait on propose à des parents de nous confier leurs enfants le mercredi, le samedi, comme ils le feraient pour un club traditionnel de sport, et où on va développer un programme qui va mixer les 2 pratiques. Donc les séances commencent le mercredi avec 3 quarts d'heure de sport traditionnel, foot, basket, hand, et ensuite sont suivis pendant 1h45 de jeux, enfin de Fortnite plus précisément, mais vraiment avec un coach qu'on a formé à savoir transmettre à des jeunes générations. Et puis en tirant le fil un petit peu de cette thématique sport et e-sport, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet. Pour la petite histoire encore, on reçoit, parce que souvent les choses se font par histoire, par détail, par gens qu'on rencontre. Il n'y a pas entre le plan que j'avais initialement et le plan qu'on fait aujourd'hui, le projet a beaucoup évolué évidemment. On reçoit G2 eSport, que vous connaissez certainement tous, qui est une énorme structure dont on m'annonce que c'est le Real Madrid de l'e-sport, et effectivement je pense que c'est une énorme structure aujourd'hui en termes de visibilité. Et de l'intérieur, on reçoit à l'époque Counter-Strike, l'équipe Kenyes, etc., qui a une compétition sur Marseille.
Et on voit que de l'intérieur, en fait, en termes d'entraînement, d'accompagnement, de structuration, de programmation de l'équipe, c'est très éloigné du monde professionnel que moi je connais, à savoir l'OM, qui n'est pas forcément le must de tous les clubs en France, on est d'accord, mais en tout cas, c'est très très au-dessus de ce que je vois dans l'e-sport. Et là, on se dit avec mon épouse, mais plus de personnes qui commencent à nous rejoindre aussi sur le sujet, on se dit que finalement, il y a peut-être l'opportunité aussi de créer une équipe d'e-sport professionnelle en ayant les mêmes principes que ce qu'on a mis sur l'académie, à savoir reprendre du sport et du monde du sport, qui est une industrie qui a plus de 100 ans, tous les bienfaits, toutes les méthodes, tous les process, et organiser l'équipe d'e-sport comme si on recevait des athlètes, donc structurer le projet depuis la base et pouvoir ensuite aller taper les meilleurs niveaux. C'est comme ça qu'on lance fait une deuxième levée de fonds, donc c'est aujourd'hui, je vais en parler un petit peu dans la présentation, mais il faut savoir qu'une équipe d'e-sport aujourd'hui n'a pas de business model rentable. Quasiment aucune équipe d'e-sport dans le monde aujourd'hui est capable d'équilibrer ses comptes. Donc on est beaucoup sur de la levée de fonds. Vous allez connaître ça si vous montez des startups. Je crois qu'il y a des entrepreneurs déjà dans la salle. Donc il faut convaincre des investisseurs de nous accompagner sur cette vision, ce que je viens de vous dire très rapidement, pour pouvoir alimenter une équipe, des joueurs, une structure, un staff. Je vais vous expliquer un petit peu les gens qui composent le projet. Et pour les convaincre, il faut leur expliquer ce que c'est l'e-sport à des gens qui ne sont pas forcément... comme vous l'êtes, j'imagine, la plupart, au fait de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Donc, je vous passe là quelques slides. On est aujourd'hui accompagné par une banque d'affaires, donc c'est tout un process, hein, c'est pas simple d'aller chercher les montants qu'on cherche aujourd'hui. Mais en gros, on explique aux investisseurs qu'on est sur une industrie naissante. Okay, on n'est pas sur quelque chose, il y a même des chiffres qui sortent de partout, mais aujourd'hui en France et en Europe, c'est une industrie totalement naissante, qui n'est pas complètement mature et qui demande encore beaucoup de structuration et d'investissement. Le marché européen est encore un peu en retard par rapport au marché asiatique ou au marché américain. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur les deux autres continents qui sont en train d'arriver, mais on est encore 2, 3, 4 ans derrière les marchés internationaux. On explique que notre équipe est déjà installée dans le paysage français. Là, c'est pour les rassurer, leur dire voilà, on n'est pas juste des slides, mais maintenant on a vraiment démontré des choses. Notre positionnement, il faut être très clair sur votre positionnement. Si demain vous montez une entreprise, il faut que ça soit très facile à comprendre la vision de l'entrepreneur, la vision du patron, parce que souvent quand même les investisseurs viennent sur une ou deux personnes. Hein, ils ont besoin d'avoir confiance dans les personnes qui gèrent le projet, et donc il faut être très clair là-dessus. Donc nous, c'est très clair, le positionnement sport et e-sport et la digitalisation de l'e-sport, à savoir rendre physique ce qui est digital aujourd'hui, sortir les gamins qui sont aujourd'hui dans leur chambre un peu esselée et les amener vers une pratique où ils rencontrent du monde, où on les encadre, où on prépare leur entraînement. Moi, je suis persuadé que les futures stars de l'e-sport, elles sont peut-être là, peut-être chez moi, peut-être ailleurs, mais en tout cas, c'est des gens qui s'entraînent de façon encadrée et pas seulement dans sa chambre en regardant des influenceurs et en pensant que ça suffit. Voilà. Il y a besoin aujourd'hui d'un autre niveau. Et ensuite, l'équipe de management qui est évidemment très importante quand on fait ce type de levée. Hop. Alors, je vais passer rapidement sur le marché de l'e-sport, vous le connaissez. On peut tout faire dire aux chiffres. Aujourd'hui, la réalité sur le marché français, en tout cas, c'est que c'est très, très, très en retard par rapport au reste. Ce qui fait aujourd'hui rêver les investisseurs et le marché globalement, c'est ce qui s'appelle les media rights, vous connaissez ça, qui sont aujourd'hui pas monétisés. Donc Twitch génère des audiences qui sont énormes. Je pense que vous regardez pour certaines chaînes sur Twitch, qui aujourd'hui est un accès totalement gratuit, à part les abonnements. Ce qui risque de se passer, c'est ce qu'on a vécu dans le sport traditionnel. Je prends toujours cet exemple. Moi, quand j'étais jeune, je regardais un match de Ligue des Champions sur TF1 gratuitement. Aujourd'hui, mon fils veut regarder le match de Ligue des Champions. Ça me coûte 80 € par mois entre Canal+, beIN, RMC, etc. Donc ça va arriver un jour sur le marché de l'e-sport. Peut-être dans des modèles différents que ce qu'on a connu dans le marché de la télévision classique, évidemment. On va plutôt parler de plateformes de streaming. Vous avez peut-être vu récemment le move entre Mixer et Ninja. Donc Microsoft qui lance sa plateforme de streaming. Twitch n'est plus tout seul, d'autres vont arriver. Et il y a un Big Bang qui va se créer autour de l'e-sport, qui va venir alimenter le marché, mais qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, pour que vous sachiez un peu, une équipe d'e-sport en France, en Europe ou ailleurs, elle est essentiellement basée sur des revenus liés au sponsoring. Je vous passe des slides qui ne sont plus forcément avec mon discours, mais voilà, vous voyez un peu. Essentiellement liés au sponsoring, un peu de merchandising, parce qu'on voit des maillots Vitality dans la salle, donc c'est qu'ils arrivent à vendre des maillots. Non, le merchandising fait partie des choses importantes pour une équipe d'e-sport. La prochaine vague, ça va certainement être le ticketing, à savoir donc des événements physiques dans lesquels des gens vont payer 5, 10, 15, 20 € pour venir voir jouer leur équipe favorite. Vous voyez déjà des événements, hein, les World de League of Legends qui arrivent, Dota 2 à Disney, d'autres qui vont arriver. Donc ça, c'est
La tendance à moyen terme, long terme, qui est déjà active aux États-Unis, c'est la construction d'arénas qui soient dédiées à l'e-sport. On n'en est pas encore là en Europe, mais il y a quand même pas mal de mouvements qui se passent, notamment sur Paris, la ville fait tout pour attirer des gros événements. Voilà. Et il y a ce point-là où je voulais revenir rapidement, c'est que ce qui a vraiment été pour nous le départ du projet, c'est de comparer le sport et l'e-sport et de se dire, OK, il y a quand même beaucoup de similitudes, mais il y a encore des choses sur lesquelles l'e-sport a des progrès à faire. Les similitudes, elles sont autour des audiences, qui aujourd'hui sont assez importantes. Alors après, on met derrière le terme e-sport, on met tous les jeux vidéo. C'est comme si on mettait le sport, tous les jeux vidéo, tous les sports, pardon. Donc il faut faire attention. Évidemment, il y a des catégories de jeux. Il y a des jeux qui sont plus influents que d'autres. En ce moment, la grande hype, c'est Fortnite qui génère le plus d'audience. Mais League of Legends a une base aussi très importante, Dota 2 et Counter-Strike. Donc il y a 4 jeux aujourd'hui qui portent massivement les audiences au niveau mondial. Tout ce qui est en dessous de ces 4 jeux, c'est plus confidentiel, même s'il y a des jeux très sympas, des plateformes, des Rainbow Six, Overwatch, etc. Mais au niveau des audiences, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, on sent bien que les nouvelles générations détournent leur attention du sport traditionnel, que regarder de l'e-sport sur son téléphone portable ou sur sa tablette, ça devient un élément culturel. Je ne sais pas si vous le faites. Qui regarde par Twitch, par exemple? Bon, ok. Je pourrais la filmer, celle-là. Il faut que je la garde. Voilà, parce que si je pose la même question avec les gens de mon âge, ça va être toute autre réponse. Donc voilà, les audiences sont là, les fanbases, donc vous avez des comportements de fans, évidemment. Voilà. Les compétitions sont en train de se structurer, mais à vitesse grand V. Encore une fois, la petite histoire, moi, quand je rentre dans le domaine de l'e-sport, Riot annonce la création de la LEC à Berlin. On envoie un dossier à Berlin, un peu au culot, parce qu'on n'avait rien à ce moment-là. On est à l'été dernier, hein, donc voilà, on n'avait strictement rien encore. Et Berlin nous dit, OK, votre dossier nous intéresse, par contre, vous n'êtes pas assez mature, on va vous mettre en LFL. C'est comme ça que notre équipe est rentrée, pour ceux qui connaissent League of Legends, en LFL, qui est la première division de League of Legends. On est rentré sur dossier parce que l'e-sport manque de projets structurés, sérieux, voilà, avec des gens capables de suivre la tendance. Mais pour dire qu'en un an, c'est créé la LEC, la LFL, les European Masters qui existaient déjà. Tout ça se structure, va à une vitesse incroyable. Ça va très vite, pourquoi? Parce que c'est un monde qui est open source, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Riot décide de tout et il n'y a pas besoin de parler à un gouvernement, à une fédération, etc. Donc c'est un monde privé dans lequel la valeur principale est l'argent, ce qui peut poser certains problèmes et nous on travaille aussi sur le monde amateur justement, mais ça permet d'aller très vite en comparaison de ce qu'a pu connaître le sport traditionnel qui a dû passer par des étapes de son développement qui étaient plus longues. Donc les compétitions sont en pleine évolution aujourd'hui, tout se structure, League of Legends étant, à mon avis, le plus structuré. Fortnite, on attend que la scène se clarifie un petit peu. Counter-Strike a créé maintenant un genre d'ATP Tour, on va dire, où voilà, ça devient beaucoup plus clair. C'est très important que ces compétitions s'organisent parce que jusqu'à maintenant et jusqu'à il y a encore 2-3 ans, on ne savait pas trop quelle était la meilleure équipe du monde de Counter-Strike, par exemple. Et ça pose un problème, parce que si on est sur de l'e-sport, donc du jeu compétitif, pas uniquement du gaming, mais vraiment la partie compétitive, pour que les fans se raccrochent, il y a besoin de savoir quelle est la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de mon pays, la meilleure équipe de ma ville, de ma région, etc. Donc c'est hyper important. Le potentiel de croissance est énorme des deux côtés. Hein, le sport n'est pas non plus une industrie en déclin, loin de là. Beaucoup de sports qui sont encore en très forte croissance. La capacité de se renouveler, ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans l'e-sport, c'est que un truc qui m'a choqué, je me rappelle quand je suis allé la première fois à Cologne voir une compétition Counter-Strike, c'est le spectacle est garanti, quoi. Et moi qui suis fan de l'OM, il n'est jamais garanti et même souvent est compliqué. Et j'ai réalisé ce jour-là, alors que je ne connais rien à Counter-Strike, à quel point quand on allait payer un ticket pour aller voir une compétition d'e-sport, on avait la garantie de l'émotion. Et ça n'existe pas dans le sport traditionnel. On ne peut pas garantir l'émotion, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, alors que dans l'e-sport, l'éditeur va s'adapter, va changer sa méta régulièrement, va s'adapter à ce que la communauté lui dit. Donc c'est ultra puissant, c'est-à-dire que c'est vous en fait qui décidez de comment le jeu va évoluer. C'est vous qui dites ça me plaît, ça me plaît pas. Alors que dans le foot par exemple, on décide que la VAR va être appliquée, que ça prend 4 minutes pour dire s'il y a penalty ou pas, et que ça fasse chier les spectateurs ou pas, c'est pas grave, c'est la FIFA qui décide, l'UEFA, voilà. Donc je pense qu'il y a une capacité de renouvellement qui est assez incroyable. En termes de professionnalisation, on est très loin du compte, mais encore une fois, là, ça va très vite. Vous avez certainement vu l'ouverture des locaux de Gamers Origin, qui est un super move pour l'e-sport globalement, Vitality qui s'est installé au Stade de France. Les équipes sont toutes en train de se professionnaliser et aller vers
une structuration qui ressemble de plus en plus à un club professionnel, tout ça étant alimenté par des investisseurs. Donc le nerf de la guerre, et je vais y venir un petit peu après, le nerf de la guerre, c'est quand même de trouver des gens qui croient aujourd'hui dans des projets e-sport qui ne sont pas forcément rentables à très court terme. Et puis sur le coaching des joueurs, des initiatives comme ici, des formations comme vous faites, c'est la tendance, c'est ce qui va arriver, c'est forcément de là que vont sortir les futures pépites de l'e-sport. Nous, on est sur un positionnement aussi où on va même chercher plus jeune, parce qu'on pense qu'on prend des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes quand on est entre 12 et 16 ans, que quelqu'un qui a fait du sport dans un club traditionnel est habitué à être à l'heure à l'entraînement, à venir avec son short, son maillot, son sac, etc. etc. Et puis naturellement habitué à jouer en équipe, parce que ce que j'ai découvert et que je découvre encore aujourd'hui, c'est que les comportements des joueurs professionnels sont souvent très individualistes, avec des gestions de carrière qui sont estimées comme étant très courtes, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une position mentale qui disent moi de toute façon à 23 ou 24 ans ou 25 ma carrière sera finie, donc il faut vite que je prenne le meilleur contrat le plus vite, et ils n'ont pas des plans sur le long terme, et des comportements relativement individualistes, parce que forcément on a joué dans sa chambre tout seul, et puis un jour on a été bon, on s'est fait repérer, on est parti dans quelques LAN avec des potes, mais ça change souvent. Donc voilà, il faut que notamment sur des jeux comme League of Legends ou Fortnite quand on commence à jouer en squad, ou Counter-Strike où ça se joue à 5, l'aspect collectif est hyper important, et aujourd'hui ce que je vois, là moi je vous parle d'une expérience, je ne dis pas que j'ai la vérité, c'est peut-être différent ailleurs, mais je vois beaucoup de comportements très individualistes qui à mon avis viennent d'un manque de formation quand ils étaient plus jeunes. Je vous ferai passer ces slides, je vais passer rapidement sur le marché de l'e-sport, je pense que vous le connaissez, il est dominé aujourd'hui par des éditeurs qui ont chacun leur stratégie, une façon de voir les choses, une façon de faire évoluer la scène e-sport. Valve, par exemple, est en open source et laisse complètement des organisateurs type ESL, DreamHack ou SWC organiser ses compétitions. Riot veut une chaîne complètement maîtrisée de A à Z. Activision Blizzard lance des franchises à 25 millions et espère faire du business autour de ça plus tard. Il y a des organisateurs d'événements, évidemment, des channels donc, de streaming, des équipes, avec aujourd'hui quelques très très belles réussites, Vitality en étant une, Cloud9, etc., qui... en l'espace de... Il faut savoir que c'est quand même assez incroyable qu'en l'espace de 5 ans, puisque Vitality s'est créé il y a 6 ans, en 2013, ou Cloud9 qui s'est créé dans la même période, Cloud9 est estimé aujourd'hui en valorisation à 350 millions de dollars, ce qui est assez énorme en quelques années, et quand on compare au chiffre d'affaires qui est de 12 millions, on se dit waouh, il y a un truc... voilà. Tout ça, je reviens sur le point de départ, pourquoi les gens valorisent Cloud9, Vitality, etc. à ces niveaux-là, parce que tout le monde pense que les audiences qui existent vont un jour se monétiser, et que donc le business tel qu'on le connaît dans le sport traditionnel, ce qui fait tout le business de la NBA pour ceux qui aiment le basket, ou de la première ligue en Angleterre, c'est la vente des droits télé qui chaque année rapportent plusieurs milliards d'euros et permettent d'alimenter les équipes. Donc c'est aujourd'hui, ces équipes-là en quelques années ont réussi à développer des marques. De ça touche les nouvelles générations. C'est aujourd'hui difficile pour des sponsors de vous toucher, parce que vous mettez des adblockers, vous ne lisez pas forcément la presse, vous n'écoutez pas trop la radio, je ne sais pas, mais voilà, la télé, pas trop. Donc aujourd'hui, les équipes d'e-sport, et les streamers notamment, sont un peu le dernier lien qui permettent à des sponsors de communiquer avec vous, avec votre langage, vos codes, etc. Donc c'est sur ça que les investisseurs aujourd'hui viennent. Après, bien sûr, si demain vous faites un projet, il faut analyser la concurrence, regarder où vous êtes, où vous vous situez. Alors, je ne sais plus à quel moment ça avait été fait, mais quel est votre objectif? Quelle est la scène française, la scène européenne? Les 3 mois dont je vous parlais avec ma rupture du tendon d'Achille m'ont permis de travailler tout ça. Donc, c'est un gros travail de recherche documentaire, de veille concurrentielle, de marketing. Il y a forcément, à un moment donné, il faut se comparer au marché et dire où je veux aller, où je suis et où sont mes concurrents. Sur le positionnement du marché, je vais passer rapidement sur le blabla qui me concerne. Je vous en ai un petit peu parlé. Donc on est vraiment une compagnie, une société orientée sport qui fait aussi très attention à ses joueurs. On les chouchoute, on les cajole, on les écoute, on les redresse des fois aussi forcément. On va assez loin là-dedans. Je vais prendre l'exemple d'un petit jeune qui s'appelle Andy Lex, qui a 16 ans, qui est dans mon équipe depuis maintenant 8 mois. Qui était un bon élève, et je pense que ça c'est quelque chose de massif sur Fortnite jusqu'au mois de mars dernier. Puis au mois de mars dernier, Fortnite a lancé les Worlds,
Et là, il s'est mis à jouer tous les week-ends et son focus s'est détourné complètement de l'école sur le jeu. Il a fait un dernier trimestre complètement dégueulasse. Par chance, je suis en contact avec les parents parce que je sentais venir le truc. Donc on a travaillé sur son cas avec les parents. On travaille aussi parce que là, c'est des publics plus jeunes. Hein, c'est assez dangereux même ce que fait Epic Games en ouvrant les compétitions à l'âge de 13 ans. Donc on ne peut pas aller contre ça. Et aujourd'hui, cette année, il voulait carrément arrêter l'école. On a discuté longuement avec les parents. On a dit de trouver une solution avec le CNED et Academia, donc des cours renforcés. Donc on écoute nos joueurs et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on pense que pour nous, le bien-être du joueur est hyper important, mais aussi de son écosystème. Hein. À 16 ans, on est encore jeune, on est encore chez papa-maman et il faut faire ça. Donc on est très là-dessus, très sur ces valeurs. Évidemment, tout ça, tout ce qu'on fait a pour objectif de développer une marque qui soit positive, qui soit, dans notre cas, notre positionnement c'est de gagner, c'est d'aller vers la performance pour pouvoir attirer un maximum de fans et ensuite les entraîner avec nous dans l'aventure. Donc on travaille aussi beaucoup sur le scouting, qui est très différent d'un jeu à l'autre, mais qui est une partie très importante d'une équipe e-sport, hein, savoir détecter les meilleurs talents avant les autres, savoir les recruter, les attirer. Jeu par jeu, les arguments ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Aujourd'hui, sur Fortnite notamment, c'est un jeu où la population est relativement jeune et où les arguments très structurés, très carrés, très sportifs de l'équipe ne portent pas toujours. Ils préféreraient qu'on leur dise ah, « on a des streamers dans l'équipe et tu vas pouvoir être très visible sur Twitch ». Alors que sur League of Legends, qui est une scène beaucoup plus mature, on est vraiment là sur des arguments où on leur dit on va vous faire progresser, c'est quelque chose qui les attire. Donc le scouting est un point hyper important d'une équipe d'e-sport aujourd'hui. Je vais passer rapidement là-dessus. Les trois piliers aujourd'hui du projet MCES, c'est les gaming centers, les académies et l'équipe. La vision, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, on a un domaine, un marché qui n'est absolument pas structuré, comme on le disait. Et en reprenant les exemples du sport traditionnel, notre objectif, c'est de créer 3 niveaux de proposition. Ces 2 premiers niveaux qui sont pour le monde amateur et celui-là qui va être du monde amateur vers le semi-pro et ensuite l'équipe professionnelle. L'idée, c'est de dire on crée des salles de gaming un peu partout en France et à l'étranger. Donc on a déjà ouvert à Marseille, à Aix, et on a des discussions en cours sur Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Los Angeles. Donc on s'internationalise aussi, ce qui est important pour un projet dans l'e-sport, avec l'idée d'ouvrir des gaming centers dans lesquels n'importe qui peut venir jouer. Évidemment, comme vous connaissez peut-être les anciens cybercafés, il y a peut-être des salles à Lyon aussi qui existent déjà, je ne sais pas. Et surtout, le cœur du projet pour nous, la pierre angulaire, elle est sur l'académie. C'est-à-dire, ok, ces gaming centers, on a mis des PC, du hardware, hein, très bien, super, bon ça... n'importe qui peut le faire. Là où on travaille le plus et on met le plus d'efforts, c'est sur la partie académie, donc la formation des futures générations de l'e-sport. Et quand on dit académie, je ne parle pas d'académie Vitality Academy, Fnatic Academy, hein, je ne parle pas des professionnels, je parle vraiment d'académie, d'un jeune public, d'amateurs qu'on veut former, encadrer. Et donc, une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est de former des coachs capables de transmettre le savoir. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, pour porter tout ça, si on veut que les enfants aient envie de rentrer dans l'académie MCES, il faut que l'équipe professionnelle performe. C'est quand même plus facile de développer des stages Barcelone quand on a Messi que quand on a Mitroglou. Ça vous fait rire à chaque fois l'OM, hein. Mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est plus facile, donc voilà. C'est important pour nous d'avoir vraiment... sur une pyramide, en fait, le haut de la pyramide qui est l'équipe professionnelle, le monde amateur qui est adressé par des gaming centers, sur lequel on va faire du business, parce qu'il faut aussi qu'on ait un business model. Hein, donc là, on va aussi faire du pur business. On ne promet pas à tous les enfants qui rentrent à l'académie qu'ils vont devenir professionnels, ça serait mentir au marché. Mais voilà, pour nous, le cœur de la stratégie, à travers même les 2 étages qui sont là, c'est vraiment autour de l'académie. On pense qu'il y a une vraie opportunité de développer ça et que les prochaines stars viendront d'ici. Donc voilà, je vous ai parlé rapidement du gaming center. Je vous donne un exemple de gaming center type. Aujourd'hui, 2 qui sont ouverts, plusieurs en cours d'ouverture. Surface à peu près 150 m², des PC, une fibre au top, le ping, la latence, tout ce qui va bien évidemment. On organise plein d'événements à l'intérieur de ces salles sur différents jeux, différentes plateformes. Ça, c'est un truc qui est sympa avec l'e-sport, c'est qu'il y a plein de communautés différentes. Donc localement, on va chercher les communautés sur les différentes plateformes et les différents jeux. On a même fait du e-Scrabble là récemment, donc ça c'était pas prévu, mais voilà, on fait des choses intéressantes et rigolotes. Voilà, donc ça c'était voilà. Sur la partie académie, j'ai insisté pas mal sur le côté sport et e-sport.
Il y a pour moi deux avantages. D'abord, tous les enfants qui rentrent chez nous ne sont pas totalement déconnectés du sport. Pour être honnête, l'année dernière, on avait une quarantaine, une cinquantaine d'inscrits à l'académie. La moitié faisait déjà du sport à côté, donc ce n'est pas non plus l'image du geek qui fait que ça, ce n'est pas du tout le cas. Sauf qu'il y avait quand même une autre moitié qui avait pu pratiquer le sport depuis un petit moment, souvent dans des situations de famille monoparentale où la maman ou le papa avait du mal à gérer l'addiction de son enfant à l'e-sport. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on balance un peu les deux et on se rend compte que ça fait beaucoup de bien d'abord aux jeunes, mais aussi à l'équipe pro. Petite histoire, certains joueurs à nous, en l'espace de 4 mois, ont perdu 7-8 kilos, d'autres en ont gagné 3 ou 4 parce qu'il le fallait. On fait tout un travail avec un cabinet qui s'appelle ESP Consulting, on fait des tests à l'entrée, des tests tous les mois, et ça permet de suivre un peu l'évolution et surtout de donner à l'enfant ou aux joueurs professionnels une vision de sa progression. Ce qui est important, c'est qu'ils s'approprient le truc et qu'ils se disent bon, ok, moi j'ai envie de m'améliorer sur tel point, sur tel point, sur tel point. C'est pas juste mettre des infrastructures en place puis dire bah, allez-y, faites du sport, ça fait du bien. Ça marcherait pas. Mais voilà, on pense vraiment que pour l'équilibre d'un joueur, on ne va pas jouer sur une grosse partie de sa performance. Soyons bien clairs, si il n'a pas les mécaniques, les skills et qu'il ne connaît pas la méta du jeu, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Ce n'est pas en lui faisant faire des tours de terrain qu'il va s'améliorer. Par contre, comme dans le sport traditionnel, on va aller de plus en plus vers du très haut niveau. Et dans ce très haut niveau, il y a 5-10% de détails qu'il faut aller chercher. Ça peut être la nutrition, le sommeil, le sport, etc. Et ces détails, dans l'e-sport, on n'a pas encore complètement trouvé. On ne sait pas. Il n'y a pas de revue scientifique qui prouve qu'il n'y a pas d'expérience à part Astralis qui a montré que c'était important, mais on essaie de comprendre pourquoi. Nous, on travaille. On a même des médecins et des scientifiques qui sont impliqués pour essayer de comprendre comment le développement neurocognitif peut être accéléré par la pratique sportive. Donc ça fait partie au niveau académique comme au niveau professionnel de ce qu'on veut faire. Les ambitions sont internationales. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important aujourd'hui, l'e-sport est sans frontières. On voit Rogue eSport voilà, ou d'autres, des Américains, Misfits, etc., qui sont dans des ligues européennes et vice-versa. Donc aujourd'hui, c'est mondial, donc on ne peut pas faire l'économie de s'ouvrir à ce monde-là. On a déjà 2 projets aux États-Unis où je serai la semaine prochaine pour ouvrir sur Los Angeles, qui est un peu la capitale de l'e-sport mondial, dans laquelle on va poser des académies et essayer de recruter des joueurs américains de là-bas. Un objectif aussi, c'est de développer l'Afrique, après avoir fait l'Europe évidemment, mais dans 2-3 ans, se tourner vers le continent africain qui est en pleine évolution, a une jeunesse en pleine croissance et qui, au contraire de ce qu'on pourrait penser, se digitalise très 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 vite parce que ça passe de rien au téléphone portable, à la 3G, la 4G, la 5G. Donc c'est un continent qui recèle pas mal d'ambition pour nous. L'objectif de l'équipe professionnelle, c'est d'aller vers les sommets. Donc on aurait pu prendre un positionnement plus streaming ou plus visibilité. Nous, notre objectif, c'est vraiment de gagner. On a eu quelques résultats l'année dernière pour ceux qui suivent un petit peu la scène e-sport. On est aujourd'hui sur League of Legends, Fortnite, Rainbow Six, Clash of Clans, FIFA et Rocket League. Donc 6 jeux, 3 qui sont vraiment professionnels. Qui sont League of Legends, Fortnite et FIFA, où les joueurs sont sous contrat à plein temps chez nous, suivent le programme d'entraînement, etc., etc. Les autres sont plus du semi-pro, ce que certains peut-être connaissent s'ils jouent, donc on les envoie sur des LAN, ils participent même à la Rainbow Six French League, voilà, mais c'est un cran en dessous au niveau de structuration du jeu, donc c'est des joueurs qui sont plutôt semi-pro et qui sont plutôt à mi-temps chez nous finalement. Mais dans tous les cas, on leur amène quasiment à tous les mêmes bénéfices, à savoir qu'on met à disposition des infrastructures, des gens, des savoir-faire qui ont pour objectif de les mettre dans les meilleures conditions possibles par rapport à la concurrence et pouvoir performer. Donc c'est très important, je pense, de mettre les joueurs. Si vous suivez l'e-sport un petit peu, vous voyez des équipes qui montent, qui descendent, qui ouvrent, qui ferment, des dramas sur Twitter, des joueurs qui ne sont pas payés, des promesses qui ne sont pas tenues. Parce qu'en fait, c'est très difficile d'équilibrer une équipe e-sport. Et aujourd'hui, si on n'était pas capable de lever des fonds auprès d'investisseurs, le projet MCV serait déjà fini depuis longtemps. Je pense qu'il n'aurait même jamais démarré d'ailleurs. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc forcément, le marché reste aujourd'hui comme ça. Et nous, on veut pas faire des promesses qu'on ne tiendrait pas. En termes d'infrastructure, on a une salle à Marseille où tous les jours, les joueurs professionnels viennent avec 3 training rooms, une salle pour le staff, un espace média et voilà, un espace pour manger, déjeuner, débriefer.
On loge les joueurs dans une maison, une gaming house, mais j'aime pas trop le terme, mais voilà, on les loge dans une maison sur Aubagne, donc à côté d'Aubercy, peu importe, mais voilà, avec des belles infrastructures, une piscine, etc. On les met bien, on leur fait prendre conscience que, on leur fait prendre conscience que il faut qu'ils dorment. Voilà. Un des premiers objets sur lesquels on a travaillé, ça a été le changement de rythme, notamment sur League of Legends, où maintenant les joueurs viennent à 10h et finissent leur journée au plus tard à 21h. Et c'est pas bizarre, c'est logique. Il y en a 2 qui ont des copines maintenant, donc ça c'était aussi, ça fait du bien quoi, de voir qu'ils ont des vies normales, parce que quand ils sont arrivés, c'était pas tout à fait le cas. Et ça les empêche pas de performer. Donc ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de jouer 17 heures par jour pour être au même niveau de performance que ce qu'ils avaient. Mais ils ont aussi besoin d'avoir une vie équilibrée et de sortir. Donc on les met vraiment là-dedans. Au niveau du staff, on a pas mal de gens donc, qui travaillent sur l'encadrement de cette équipe, un general manager qui gère 2 à 3 jeux à peu près, des assistants coach, un nutritionniste, on a un deal avec ESP Consulting là, qu'on voit, vous voyez le logo quelques fois, qui nous amène tout ce qui est docteur, nutritionniste professionnel, performance, etc. Notre directeur sportif, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est Yannick Agnel, donc on a quelqu'un au-dessus qui chapeaute tout ça. Là, vous voyez par exemple les tests qu'on fait passer aux joueurs. Quand ils arrivent, ils ont 3 niveaux de tests, des tests physiques, des tests neurocognitifs et des tests quantiques. Alors là, c'est le très haut niveau, on va dire, des tests. Il faut savoir que ces tests sont utilisés aujourd'hui par ce cabinet-là pour des pilotes de Formule 1, pour des joueurs de tennis, et que ce qui intéresse ESP Consulting, au-delà d'avoir une relation amicale avec eux, c'est d'essayer de comprendre et de voir quelles sont les similitudes entre des sportifs de très très haut niveau. Un pilote de Formule 1 en termes de réflexe, c'est très haut. Il y a Cabochard qui est passé il y a quelques temps, mais il y a mes joueurs qui passent régulièrement. Et d'avoir des statistiques qui prouvent ou pas qu'un joueur d'e-sport est un athlète, en tout cas un athlète du cerveau, qui va aussi vite qu'un pilote de Formule 1, qu'il prend des décisions plus rapides, etc. Et donc on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de publier, et c'est l'objectif de SP Consulting, des éléments, des éléments dans des revues médicales. Aujourd'hui, voilà, tout le beau monde, alors ça a peut-être bougé un peu, la presse n'est pas forcément à jour, mais voilà, tout le beau monde qu'on a dans notre équipe, oui, ça a bougé, parce que FIFA a changé, League of Legends, oui, ça a tout bougé. Voilà, mais c'est... en moyenne, ça va dépendre des périodes, mais une vingtaine de joueurs qui sont chez nous à gérer, donc c'est pas simple, avec des profils relativement jeunes. Des gens pour qui c'est la première expérience professionnelle, donc il y a un vrai challenge de management à avoir et toute l'expérience que moi, ma femme et les gens qui collaborent avec nous ont accumulé avant est très, très utile parce que c'est pas évident de gérer cette petite bande-là. Pour info, on a eu, donc on avait, oui, elle est vieille, on a fini 3e du 2e split sur League of Legends l'année dernière, et notre mission pour l'année prochaine, c'est d'aller en European Master. Sur Fortnite, on a eu nos joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la World Cup, qui ne sont pas passés loin en duo, mais bon, qui sont voilà, dans le top 20 européen récemment en trio, par exemple. Un joueur qui a été vice-champion du monde sur Fortnite en mode créatif pendant l'été, qui s'appelle Couteau. Donc quelques résultats voilà, qui démontrent qu'on ne fait pas les choses trop mal. On pourrait faire mieux, mais on ne fait pas les choses trop mal. On a un joueur qui a été vice-champion de France sur Xbox l'année dernière au Rangy Ligue 1, et on vient de recruter un ancien champion du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le partenariat avec le LOSC qu'on a signé. Je pourrais en parler. Après, je vous laisserai poser des questions comme ça si vous avez des choses, mais un partenariat assez unique en France qui avait déjà eu lieu entre Fnatic et la Roma. Et on a fait un peu la même chose. Et puis notre équipe Rainbow Six. On a aussi une équipe Clash of Clans qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de Clash of Clans, qui va se tenir à Hambourg fin octobre. Ça paraît assez confidentiel, Clash of Clans. Enfin, moi, je connaissais pas. Enfin, je savais pas qu'il y avait une scène e-sport. Mais c'est un jeu qui est tellement déployé dans le monde entier au niveau mobile que il y a des communautés, notamment asiatiques, brésiliennes, etc., qui sont très très actives, et ça génère beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, mais plus sur un peu différent des autres jeux, plus sur Facebook, YouTube que sur Twitch et Twitter. Voilà, donc Clash of Clans aussi, qui est un jeu un peu, on est allé là-dessus sur l'opportunité. Quand même 1 million de cash prize à gagner sur cette compétition. Un petit slide juste pour vous dire que il y a l'aspect pro dont on vient de parler, et nous, on investit beaucoup de notre temps et de notre énergie sur développer l'écosystème local d'abord, parce qu'il faut bien avoir des expériences et des projets qu'on gère en local. Donc à Marseille, on travaille avec l'école de commerce, la chambre de commerce, des associations locales, France e-sport, etc., pour essayer d'amener une contribution à l'e-sport. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en mode
On vient, on prend du pognon, de toute façon on fait qu'on perde, donc il n'y a pas de secret. Mais on veut vraiment laisser une trace et que l'image d'MCES soit une image de gens qui contribuent au développement de l'e-sport. Et on est très ouvert d'ailleurs à toutes les opportunités et toutes les collaborations, et peut-être d'ailleurs avec Gaming Campus aussi, qu'on peut mettre en place pour accompagner sérieusement et professionnellement la structuration de l'e-sport qui est en cours. Quelques achievements qui datent un peu aussi. Juste pour vous dire que, évidemment, un des enjeux pour nous, c'est de faire monter les réseaux sociaux. C'est ça qu'on va vendre ensuite à nos sponsors. On a déjà annoncé récemment Adidas. On est en train de discuter très fort avec deux autres grosses marques qui ne sont pas des marques de PC, mais vraiment des marques lourdes qui veulent toucher la jeunesse. Donc les réseaux sociaux sont un point hyper important. La presse aussi, on a eu beaucoup de retours de presse, énormément portés par la présence d'un double champion olympique dans notre équipe. Les quelques résultats, mais je vous en ai parlé, donc je vais passer rapidement là-dessus. D'autres marqueurs de succès, donc c'est important si demain vous montez une entreprise, vous voyez des investisseurs, au début ils vont vous dire non, repassez dans un an. Donc c'est important de leur montrer qu'en un an il s'est passé des choses et qu'il y a quelques marqueurs de succès, qu'on a ouvert des centres, on a organisé des tournois, on a organisé des bootcamps et reçu des équipes internationales, on est entré en LFL, on a gagné le CIC Business Award, on a eu des articles de presse, etc. Donc si demain, évidemment, vous montez un projet et que vous voulez convaincre des investisseurs de vous accompagner et de vous aider à développer votre vision et votre projet, il faut démontrer que vous avez fait des choses et que les choses avancent. Donc ça, c'est assez facile dans l'e-sport parce que ça bouge tellement qu'il y a vraiment moyen de prendre des opportunités. Un point très important, c'est la constitution de l'équipe. Donc là, voilà, on me voit moi, mon épouse, Jean-Marc Gaudin qui est l'ancien de Millennium, Thibaut Leflot qui a 10 ans d'expérience dans l'e-sport, dans le sport, pardon, Pascal aussi dans le sport, et nos coachs, voilà, Laura notamment qui est une ancienne de Counter-Strike et qui je fais partie, je crois, des 2 seuls coachs professionnels en France féminines. Donc ça, c'est une grosse fierté pour nous et qui est en plus, je pense, ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la scène Fortnite en termes de coaching. Et je le dis sans problème. Des ambassadeurs aussi du monde du sport. Donc on entend beaucoup parler de Yannick Agnel, pour ceux qui s'y intéressent évidemment, qui est notre directeur sportif. Mais Guy Demel est très impliqué, quelqu'un qui a fait 2 Coupes du Monde et qui en fait entraîne les jeunes. C'est marrant parce que la figure qu'il a par rapport à eux, personne ne le connaît, enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui le connaît, mais il a fait 2 Coupes du Monde, il a une expérience, etc. Et avec lui, les jeunes e-sportifs qu'on a dans l'équipe ont envie de faire du sport, ont envie de progresser, vont plus facilement se confier à lui que ce qu'il le ferait à moi, normal. Et donc c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup là-dessus. Et ensuite 2 ambassadeurs, Bernard Lama, ancien gardien de l'équipe de France, Bouna Ndiaye, qui est représentant de tous les grands joueurs français qui jouent en NBA, qui pareil nous accompagne, nous ouvre des portes et des contacts. Très important aussi. Important dans ce type de projet d'avoir des investisseurs. Si demain vous faites un projet de cette envergure-là, vous allez avoir besoin de gens qui croient en vous. Et pour rien vous cacher, puisque de toute façon c'est public, on a fait une première levée de fonds à 1 800 000 € l'année dernière. On est déjà dans une 2e levée de fonds, donc on cherche à faire grandir le projet, à pouvoir recruter des joueurs encore meilleurs, à améliorer le staff. Voilà, là je mets rapidement. C'est vrai aussi que c'est plus facile à mon âge, après avoir eu déjà des expériences d'entrepreneuriat, d'aller convaincre des gens parce que les 3 premiers que vous voyez là sont des gens de mon cercle amical, on va dire, avec qui j'ai travaillé, mais qui sont de mon cercle amical, et d'autres personnes, par contre, qu'on est allé convaincre autrement. Mais c'est vrai que c'est moins évident aujourd'hui, quand on est jeune, d'aller convaincre des investisseurs. C'est très important de bien vous entourer si demain vous montez un projet. Papa, tonton, cousin, j'en sais rien, mais des gens qui ont de l'expérience, ne rejetez pas toujours l'expérience, quoi. Pensez qu'ils peuvent vous apporter quelque chose et ils peuvent rassurer les investisseurs aussi, qui peuvent avoir un doute sur, 1, le marché, et 2, en plus l'entrepreneur. Donc c'est pas évident, je me mets à votre place, quand je regarde ce tour-là, d'aller lever des fonds et de convaincre des investisseurs de vous accompagner. Notre stratégie, je vous l'ai un petit peu dévoilée dans la présentation avant. On veut continuer notre croissance, on veut aller sur d'autres jeux. Je rêve de Counter-Strike notamment, mais qui est une scène assez chère aujourd'hui. On veut continuer à ouvrir des académies et voilà, et se positionner comme le 2e gros club français ou le 3e. Être capable d'accompagner Vitality en LEC par exemple, ça serait un rêve qui nous anime au quotidien. Mais aussi monter en puissance sur FIFA, parce que le joueur qu'on a recruté est en capacité d'être champion du monde cette année.
monter en puissance sur Fortnite, dont la scène est encore un petit peu floue et change souvent, mais qui pourrait un jour se structurer en ligue, pourquoi pas, ou avoir d'autres modèles. Voilà. Donc on suit de près tout ça, et il n'y a que les jeux qui sont déjà fermés, type Overwatch ou Call of Duty, qui demandent aujourd'hui des investissements de l'ordre de 25 millions de dollars. Il n'y a que ces jeux-là où pour l'instant on ne va pas, parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de payer ce qui est demandé. Je vais passer rapidement là-dessus, et là-dessus aussi d'ailleurs. Voilà, non, je pense que je vais sur la partie pure présentation, on avait dit 3 quarts d'heure présentation, 3 quarts d'heure questions. Je suis à la fin des 3 quarts d'heure, donc maintenant je vais vous laisser me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus. Là-bas. Comment je fais? Vas-y, on t'écoute peut-être? Moi je pense que pour développer il y a une grande taille base, on est d'accord, mais pour développer la chose, par exemple, comme dans le sport, moi j'aime le foot parce que mes grands-parents aimaient le foot et mes parents aimaient le foot. Donc je pense qu'il y a l'effet aussi d'aimer le club de sa ville qui fait aussi monter la hype et qui fait qu'aussi qu'on va dépenser plus d'argent. Enfin moi par exemple je suis de Saint-Etienne, du coup je suis supporter stéphanois. Voilà. Mais j'ai acheté beaucoup plus de maillots dans ma vie de foot de l'ASS que n'importe quelle autre équipe en fait. Donc je pense que aussi d'avoir quelque chose qui est un peu plus familial, on se retrouve le dimanche ou le samedi pour regarder le match. Je pense que notre génération va apporter ça aussi, et le fait d'avoir des équipes plus, on va dire, locales, ou peut-être aussi, je sais pas, un jour, on se déplacera le dimanche pour aller dans la gaming arena de Lyon, voir l'équipe lyonnaise jouer contre l'équipe de Paris. Ça peut aussi, je pense que le système peut s'inspirer aussi du sport, et je sais pas si c'est pas tout. Ouais, bah, t'as entièrement raison, ça fait partie des sujets. Dans certains des éditeurs, déjà je parlais d'Activision Blizzard, ont pris cette position-là, hein, puisqu'aujourd'hui une équipe qui s'inscrit à Overwatch, ça s'appelle Paris Eternal, London Spitfire, etc. Donc il y a ce mouvement qui commence sur certains jeux, certaines plateformes, qui est vrai, hein, je pense que c'est plus facile de s'identifier à un club local, régional, etc. Mais c'est pas parti comme ça quand même, hein. Aujourd'hui, Vitality, je pense que plus de la moitié de ses fans n'est pas parisienne. Nous-mêmes, on a des stats qui nous montrent qu'on a plus de fans dans le nord de la France qu'à Marseille. C'est vrai que je pense qu'il y a un sujet, parce que ça va être dur de développer le ticketing, le merchandising, si on n'a pas des bases, des fanbases très locales. Donc tu as entièrement raison là-dessus. Il y a un autre sujet aussi qui est en cours dans l'e-sport, mais qui est encore pour l'instant assez rare. C'est aujourd'hui, toutes les équipes d'e-sport quasiment sont des marques multi-gaming. Et en fait, sur une communauté comme Vitality ou G2 ou peu importe, sur sa marque, agrège des communautés Call of Duty, Counter-Strike, Fortnite, etc. Donc quand on communique par exemple sur Twitter, on met un truc Fortnite qui n'intéresse que 22% de la population, puisque les autres sont venus sur l'équipe. Donc il y a aussi un sujet de branding jeu par jeu, le move qu'a fait Astralis récemment, hein, Astralis est une marque Counter-Strike, c'est le même groupe, hein, Refresh, qui détient Astralis, qui détient Origen pour League of Legends. Donc ce move-là aussi, il est intéressant de dire, ok, une marque, c'est un jeu. Donc je ne sais pas, honnêtement, je ne saurais pas te dire, personne n'a vraiment la réponse, tu as certainement raison. Et nous, l'idée aussi d'avoir des académies, des fanbases physiques, c'est de pouvoir réunir des fans partout où ils sont. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas vers où ça va aller, mais je trouve le move, personnellement, ce qui m'interroge le plus, c'est le move jeu par jeu, parce que là, effectivement, une communauté qui aime Fortnite n'aime pas forcément LoL, et vice-versa, et je pense que la limite du modèle, elle va être aussi autour de ça, quoi. J'avais une question par rapport à la façon de faire avec les équipes. En fait, est-ce que d'après vous, c'est important d'avoir des moments comme par exemple, c'est un exemple, mais les emmener au laser game par exemple, je sais pas, enfin des moments un petit peu à côté de l'e-sport et du sport, ou alors les laisser eux gérer eux-mêmes leur temps libre en fait. Ouais. Non, c'est important de le faire. C'est important de le faire, d'abord pour créer l'esprit d'équipe. Moi, quand les joueurs sont arrivés, donc on a démarré en janvier l'année dernière, ils n'avaient pas vu la mer, le Vieux-Port, Marseille, ils ne connaissaient pas la ville au bout de 2 mois, quoi. Donc si nous, on ne prend pas les choses en main, le joueur, assez naturellement, il a tendance à jouer. Donc voilà. Et c'est même parfois une lutte de lui dire on va au laser game, on leur a fait faire un truc qui s'appelle Dark Dream, là, qui fait un peu peur. Ça a été compliqué, je les ai emmenés au Vélodrome. C'est la première fois de leur vie qu'ils voyaient un match de foot. Mais c'est vrai, hein, après ils étaient contents. Hein, ils ont fait l'effort, ils étaient contents. Mais il faut le faire pour eux. Si on attend que Et si on attend que ça vienne d'eux, ça ne viendra pas en fait. Parce que
ils arrivent, ils ne se connaissent pas trop, ils sont jeunes très souvent. En plus, on avait dans l'équipe un Estonien, un Suédois. Donc il y a des différences culturelles qui font que l'équipe doit aussi jouer ce rôle-là. Donc nous, on a quelqu'un qui n'est pas à plein temps, mais qui est la sœur de ma femme, qui est happiness manager de l'équipe et qui gère tous ces aspects-là. Organiser le petit repas qui va bien, sortir, faire un laser game. Alors moi, je ne fais pas tout avec eux, mais il y a pas mal de choses que j'ai fait quand même. Et c'est ultra important dans la cohésion d'équipe de proposer ça aux jeunes et à l'équipe, quoi. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Oui. Pardon? À partir de quel âge vous les accompagnez? Ouais. Ouais. Alors sur la partie académie, on ne peut pas dire qu'on les accompagne. Ils prennent une licence, hein, donc ils payent 480 € l'année pour venir faire 2 entraînements par semaine, comme une licence dans le sport traditionnel. Donc là, on est plus sur entre 12 et 16 ans sur de la formation ou de la préformation, on va dire. Si le jeune a du talent, on va être plus attentif à ça, mais on ne lui signe pas de contrat. De toute façon, on n'a pas le droit. Hein, voilà. Par contre, on discute avec les parents, on le met en garde. On est un garde-fou par rapport à d'autres structures aussi qui ont moins de vergogne et qui vont être capables de dire à un jeune de 13 ou 14 ans, je te recrute, je te paye sur PayPal. Il y a des choses pas très très belles hein, qui se passent aujourd'hui avec les très très jeunes. Nous, on a comme règle on ne scoute pas avant 16 ans, donc on ne prend pas de plus jeunes que 16 ans. On a quelques joueurs qui ont 13-14 qui portent le hashtag MCES parce qu'ils sont dans l'académie et qu'ils adorent et que donc c'est MCES to be normalement, voilà, c'est ceux qui doivent en devenir, on va dire. Mais moi, je me refuse de faire, d'avoir des joueurs professionnels. De toute façon, c'est légalement interdit, hein, donc voilà, avant 16 ans, quoi. Par contre, à l'âge de 16 ans, le petit Andilex dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a repéré, il avait 15 ans et 10 mois, hein, voilà, donc c'était quand même limite. Dès l'âge de 16 ans, on lui a fait un contrat. Et on essaye on l'accompagne au mieux en étant très proche de lui, de ses parents, etc. Mais il y a un vrai sujet. Honnêtement, je vous prenais cet exemple d'Andilex. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vu leurs résultats s'écrouler sur le dernier trimestre de l'année dernière, au collège notamment, parce que Fortnite, avec le format de Coupe du Monde tous les week-ends, le dimanche jusqu'à minuit, etc., ça a généré des vrais problèmes. Et on n'a pas de stats parce que ça va trop vite et on ne sait pas. Mais je pense que c'est assez évident que il faut faire très attention sur ces publics jeunes à bien encadrer la pratique, quoi. Oui. Si je ne me trompe pas, j'ai vu que vous aviez une académie à Marseille et une à Aix-en-Provence. Pourquoi avoir tellement ciblé cette région alors que vous auriez pu chercher, brasser plus de gens par exemple dans le nord ou dans l'est, ouais. En fait, on est basé là-bas, donc c'est plus facile. Le premier centre, c'est un centre qui m'appartient. Donc c'est moi-même qui ai décidé d'aménager la salle e-sport. Donc ça a permis. On a besoin d'un proof of concept en fait, et c'est quand même mieux d'être à côté, de pouvoir le gérer. On a toute notre équipe de management qui est à Marseille. Donc voilà. La deuxième, c'était une opportunité parce que le deuxième centre, il est à Aix-en-Provence. Dans le complexe de la famille Zidane, et avec qui je discutais depuis plusieurs mois sur le sujet, qui n'était pas chaude du tout pour coller l'image de Zidane à de l'e-sport, pour être honnête, et on a réussi à les convaincre. Donc ça, c'était des opportunités, on va dire. Il faut une base un peu solide pour pouvoir ensuite s'étendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, j'étais à Bordeaux en début de semaine, je suis à Lyon aujourd'hui aussi pour discuter de ce genre de sujet, pour s'implanter à Lyon. Sur Paris, on cherche des locaux. Après, il y a une problématique immobilière aussi qui n'est pas simple. Hein. Sur Paris notamment, les loyers sont très chers, les droits au bail, etc., etc. Donc c'est voilà, de la même façon que Vitality, qui est une équipe parisienne, s'installe à Paris, nous on s'est installé à Marseille. Notre centre névralgique, on veut le garder à Marseille, on veut ancrer le projet, le staff, on va dire le proof of concept, la formation, tout. Ça va être le point de départ pour le reste, mais on est déjà dans des ouvertures très prochainement à Bordeaux, très prochainement à Lille, puisque avec le LOSC, en fait, on va avoir des facilités pour trouver un site pas trop cher, pour trouver un bon équilibre. Voilà, on est en train de s'étendre, mais il faut bien partir de quelque part, et en général, vous verrez, naturellement, tu pars plutôt de là où tu habites et de là où tu vis, quoi. Oui. MCES, c'est les initiales de... Ouais, alors ça c'est un vrai sujet, le branding, parce que peut-être qu'un jour ça ne s'appellera plus MCES. C'est venu en fait, le premier centre de foot que j'ai ouvert, j'ai voulu l'ouvrir en disant c'est un centre de foot dans lequel on se sent appartenir à quelque chose, donc on va l'appeler mon club football. C'était le premier. Le deuxième, on l'a fait très orienté techno, et on a appelé mon club 2.0 avec des systèmes de caméras, de stats, etc. Et quand on ouvre la première académie d'e-sport,
on ne pense pas forcément international, on ne pense pas équipe, etc. On ouvre une académie d'e-sport et on se dit, bah, on va l'appeler mon club e-sport, ça paraît logique, ça va dans la logique de la marque qu'on avait créée jusque-là. Sauf qu'après, quand tu deviens une équipe qui a des ambitions internationales, bah, mon club e-sport, ça ne parle pas forcément. Donc on a travaillé avec une agence qui nous a dit, ouais, bon voilà, on est tombé sur MCES, mais honnêtement, je ne suis pas 200% certain qu'il n'y aura pas des changements dans le branding dans les mois ou années qui viennent, parce que le branding c'est important, et qu'un acronyme comme ça, dont les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, c'est pas forcément top, quoi. Mais voilà, ça vient de là, ouais. Oui. Moi j'avais une autre question. Du coup, c'était sur quelle partie de la structure vous faites votre plus gros business en gros? Aujourd'hui, les salles et les académies, après 8 mois, 10 mois d'ouverture, sont quasiment à l'équilibre. Donc on ne perd pas d'argent. Voilà. Sur la partie équipe, on signe des contrats, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez, hein. En gros, sur l'année prochaine, je pense que je serai content si on fait 300, 400, 500 000 euros de sponsoring. Un peu de merchandising, mais de façon assez neutre, hein. On n'est pas encore Vitality, on n'est pas capable de vendre 20 000 t-shirts comme ils le font. Donc aujourd'hui, c'est sponsoring et les salles, mais c'est une affaire qui perd beaucoup d'argent, hein. On appelle ça du cash burn, donc on cash burn chaque mois. Alors c'est pas choquant quand vous êtes dans le milieu des startups, hein. Si demain vous levez des fonds dans un milieu de startup, ce que moi je fais, hein, donc on va voir des VC, des business angels, etc., qui sont habitués à ces modèles-là. Il y a toujours une phase de développement. En fait, MCES, il faut considérer qu'on est dans une phase de R&D. On est en train de créer le produit, donc forcément le revenu viendra quand on aura la visibilité. Donc c'est logique de perdre de l'argent, même si moi je viens d'un business qui était beaucoup plus traditionnel et que ça fait toujours bizarre tous les mois de voir tout ça sortir. Mais je pense que pour l'avenir, on a un vrai boulevard pour MCES sur la partie sponsoring, parce qu'il y a peu d'équipes en France, et pour tous les autres d'ailleurs, Vitality est déjà blindé de sponsors, donc ils n'ont même plus de place sur le maillot, donc ça c'est fait, mais Gamers Origin va continuer. Les gros sponsors pour les banques, les assurances, les voitures, etc., ils nous regardent tous, toutes les équipes d'e-sport un petit peu, et je pense que demain on va pouvoir négocier des contrats de plus en plus gros sur le sponsoring, pas qu'ils réalisent que le retour sur investissement d'un sponsoring d'une équipe e-sport sur une population jeune, il est 10 fois ou 20 fois supérieur à ce qu'il pourrait jamais avoir avec l'OL, l'OM ou d'autres sports traditionnels qui coûtent très cher en visibilité et qui touchent plutôt des populations vieillissantes. Aujourd'hui, la moyenne des audiences du foot, par exemple, c'est 44 ans. La moyenne du golf, c'est 51. La moyenne du rugby, c'est 47. La moyenne de l'e-sport, c'est peut-être 27 ou 24. Voilà. Donc, on pense que le sponsoring va venir alimenter la transition en attendant que les droits de diffusion soient monétisés par les éditeurs de jeux et ensuite reversés sur les équipes. Voilà. Ouais. Alors vous avez dit que vous vouliez vous installer en Afrique. Ouais. Est-ce que vous pensez pouvoir essayer de conquérir un peu le marché asiatique également, qui est déjà bien structuré et bien fait à la base? Honnêtement, je pense pas. Non. Honnêtement, ouais, c'est gros. Il y a d'abord beaucoup d'avance, des différences culturelles énormes. Alors, je pense pas, et en même temps, je pense qu'il y a aujourd'hui une équipe comme OG sur Dota 2 ou le PSG eSport a réussi à conquérir des fans chinois, asiatiques, etc. Aujourd'hui, nous, l'ambition qu'on a, on pourrait l'avoir plus grande, mais c'est déjà d'être un top club européen. Et on veut agréger l'Europe et l'Afrique, la position de Marseille, et puis mon expérience, je vous ai dit que j'y ai vécu, mais je suis passé un peu rapidement, j'ai travaillé pendant 10 ans, donc j'ai pas mal de connaissances, de réseaux, etc. Voilà, il faut une stratégie, je ne pense pas honnêtement qu'un jour on arrivera, peut-être si on gagne les World League of Legends, bon, on aura des fans chinois qui vont nous adorer, mais on est encore un peu loin. Ouais. Allez-y. Est-ce que vous pensez que les seuils des transferts des joueurs d'e-sport s'attendront un jour sur des transferts de joueurs de foot? Je pense que le foot sera toujours un petit peu en avance quand même. Pour avoir discuté avec des gens qui sont dans la prospective de l'e-sport, ils estiment que l'e-sport va dépasser tous les sports sauf le foot. Donc on sera quand même un cran en dessous. Néanmoins, il y a des premiers transferts qui arrivent, qui sont déjà pas mal, hein. Récemment, Shox pour 400 000 €, je crois, il est parti sur 2G2 pour aller chez Vita. Ouais, ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, et honnêtement, notre stratégie aussi sur le développement des talents va dans ce sens-là, c'est-à-dire que on est à Lyon, donc je peux prendre même cet exemple-là. Moi, je trouve que la stratégie d'un club comme Lyon, par exemple, est bonne.
On forme des jeunes, on les fait jouer en équipe première, on les valorise, on les revend, on arrive à recruter, etc. On n'est pas, nous, le PSG. Hein. Moi, les investisseurs qui sont avec moi, ce n'est pas des Qataris qui envoient des millions quand je les appelle. Et voilà. Donc, on est dans une stratégie de construction, de développement. Et oui, je pense qu'il y aura des transferts. On a fait notre premier transfert, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Bon, c'était 4 000 €, mais quand même, c'était intéressant, à une équipe suisse voilà, qui s'appelle BDS eSport sur Rainbow Six. Bon. Donc, il y a un marché du transfert qui va se mettre en place. Il y a un marché des agents, forcément, qui dit transfert dit agent. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai des agents au téléphone, des fois, qui ne sont pas très compétents pour défendre les intérêts de leurs joueurs, tant mieux. Mais ça, je pense oui, c'est sûr, ça va venir. Ça va venir, mais pas, à mon avis, pas au niveau du foot ou de la NBA. Je pense pas. Ah ouais, le tennis, en termes de, ça dépasse déjà sur les cash prizes, pas mal de, voilà. Oui. Bien sûr, il y a des joueurs d'e-sport qui gagneront mieux leur vie que des joueurs de tennis. Ouais, c'est déjà quasiment le cas hein, sur du cash prize. Enfin, Bourga, il a gagné plus que Rafael Nadal, donc bon, c'est. Ouais, ça oui. Oui. Ouais. Avant, vous aviez dit que vos académies, elles étaient à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont payantes? Oui, ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu payes 480 € pour pouvoir rentrer dans l'académie, tout niveau confondu. Donc, on n'est pas du tout sur la promesse de devenir pro. Nous, notre message principal sur les académies, c'est de parler avec les parents. C'est de dire, votre fils, ce n'est pas un cas isolé. Il n'y a pas que lui qui joue à Fortnite. C'est Fortnite aujourd'hui, hein, l'académie, elle est que sur Fortnite. C'est différent de la LoL Academy qu'on va lancer, qu'on va mettre en 2e division de League of Legends l'année prochaine. Hein. Moi, je parle de l'académie, vraiment les enfants, les jeunes, etc. C'est un moyen de dire aux parents, écoutez, votre fils, déjà intéressez-vous à ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans le fait de jouer aux jeux vidéo. Hein. Il a des copains en ligne, certes, mais il a des copains, il parle anglais, il apprend des choses, il développe des réflexes, etc. Donc c'est aussi de mettre en avant les bienfaits de l'e-sport et de la pratique du jeu vidéo, et de pouvoir essentiellement parler aux parents. Mais oui, l'académie et le gaming center, pour faire simple, une académie comme celle-là, vous avez 10 000 € à peu près de frais de structure, c'est-à-dire entre la location de l'espace, la location du matériel, la fibre 1 giga pour pouvoir avoir la meilleure latence, le personnel à mettre dedans. Donc ça, en gros, ça vous coûte 10 000 € pour une salle de 30 ou 40 PC. Donc il faut trouver un business model pour équilibrer ça. La partie académie et stage, donc on fait des stages pendant les vacances scolaires aussi, où les enfants viennent, font une demi-journée foot ou basket ou hand, peu importe, font du sport, et une demi-journée Fortnite encadrée par des coachs formés par nos coachs pro. Là, c'est du business, quoi, hein. Il faut qu'on arrive à équilibrer. Pendant sa pensée, moi, pour avoir travaillé en Afrique sur des projets, alors là, je digresse un petit peu, mais sur des projets sociaux, on va dire, d'éducation par le sport, s'il n'y a pas de business model, ça ne dure pas longtemps. Si on doit tous attendre la subvention de la région, de la mairie, etc., ça ne tient pas. Donc il faut absolument, si vous montez des business demain, trouver un équilibre sur une partie du business model. Mais il n'y a pas que l'académie, il y a aussi la location horaire qu'on fait, on vend des cartes, tu veux venir jouer, on fait des tournois, Fortnite, League of Legends, etc. Vous n'êtes pas dans une optique de centre de formation? Non, du tout. Non, on est comme au foot. Si je prends l'exemple du foot, on est le petit club du coin dans lequel tu prends ta licence. Voilà. Et après, si vraiment tu es bon, on a la passerelle avec l'équipe pro, avec une équipe académie, mais là, c'est une autre détermination. Oui. Mais un joueur, par exemple, qui vit dans un milieu un petit peu difficile, qui n'a pas 480 € par exemple pour rentrer. Super question, ça. Ça me plaît. Ouais. Comment vous pouvez. Enfin, ça peut être un problème, quoi. Ouais, alors justement, nous, on veut abaisser ce prix-là. Donc, pourquoi ça vaut 480 €? Ce que je dis aujourd'hui au comité régional olympique, ou au mouvement sportif, ou à la ville, aux institutions. Aujourd'hui, si le foot, tu peux commencer parce que la licence, elle est à 130 ou 150 €, c'est tout à fait raisonnable. Pourquoi? Parce que le terrain de foot, ce n'est pas le club qui l'a payé, c'est la mairie qui l'a mis à disposition. Le club, il reçoit une subvention de la part de la mairie, ce qui lui permet d'abaisser ses coûts. Les bénévoles, les coachs sont pris en charge par des subventions, etc. Je connais très bien parce que je viens du foot, donc je sais exactement pourquoi tu peux faire une licence à 150 € et avoir un club de foot qui tient la route. Donc je suis en train d'essayer de convaincre moi des partenaires privés, publics, etc., pour pouvoir offrir des systèmes de bourse, effectivement, à des jeunes, donc actuellement à Marseille, mais ici aussi à Lyon, avec une association qui s'appelle Sport dans la ville, aller détecter les jeunes talents qui puissent intégrer effectivement au mérite cette académie. Pas seulement, on a lancé un programme aussi avec Women in Game. On veut attirer des petites filles parce que ça fait chier d'avoir 100%, là pour le coup c'est 100%. Là c'est 8% si j'ai bien compris, 92, un peu différent, mais nous c'est 100% des gens inscrits à l'académie qui sont des garçons. Donc on a monté avec Women in Game une promotion, moi j'ai dit je l'offre aux petites filles, on a offert à 5 petites filles, mais pour la petite histoire encore,
on a envoyé ça sur les réseaux sociaux, on a eu 0 réponse. Donc il y a un vrai problème qui dépasse même le simple fait des 480 €. Donc on va essayer de trouver la clé, mais tu as raison, on a développé un truc qui s'appelle l'e-sport pour tous avec France e-sport. Voilà, il faut qu'on arrive à convaincre tout un tas de gens de nous aider, de nous accompagner pour pouvoir massifier le truc et que effectivement la pratique ne soit pas réservée à des gens qui peuvent se payer un PC. Ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. C'est ça, exactement. Mais on travaille dessus. Oui. Chez vous, il n'y a que des PC? Les deux, les PC, mais enfin oui, 81% ou 90% de la pratique se fait sur PC. On a des consoles, on a des consoles, mais bon, c'est quand même beaucoup. Les gens viennent chez nous surtout pour ça, mais on a fait une analyse, ce qu'on appelle un persona en marketing, de notre clientèle actuelle. Et assez bizarrement, ce n'est pas des gens aisés qui viennent dans la salle. C'est justement des gens qui ne peuvent pas se payer le PC à la maison, mais qui arrivent quand même à faire l'effort de se payer l'inscription. Donc on sait bien que si on a... Moi, mon objectif, c'est de descendre à 240 €, donc de diviser par 2 les coûts, donc de me faire offrir des loyers. On travaille avec des communes qui sont prêtes à nous accueillir, de ne pas payer les PC. Donc on discute avec Omen ou d'autres pour dire offrez-nous les PC, mais pas pour qu'on gagne de l'argent, juste pour baisser le prix, quoi. Donc c'est pas évident, hein. Il y a pas mal de gens à convaincre. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé comme quoi vous voulez vous implanter aux États-Unis et tout particulièrement à Los Angeles. Et vous n'avez pas peur de vous implanter sur un marché qui est déjà énorme? Non, au contraire, il est énorme. Donc, alors, il est énorme sur les équipes professionnelles. Il l'est un peu moins sur la partie Academy Gaming Center. En fait, moi, je vais aux États-Unis depuis 4 ans maintenant. J'y monte des centres de foot à 5. Donc, le business model de la France, on est en train de le monter là-bas. Donc j'ai l'opportunité d'avoir un espace que je ne vais pas payer en plus, hein, parce que je suis associé dans le projet de foot à 5. Néanmoins, j'ai fait une petite analyse de marché, je suis allé voir des salles de gaming à Los Angeles. Il y en a, elles marchent bien, mais niveau marketing, c'est pas extraordinaire, on peut faire mieux, en termes de présentation des offres, des produits, etc. Et il n'y a pas du tout l'académie. C'est-à-dire que l'e-sport aux États-Unis, comme ça, quand tu le regardes de loin, il démarre à l'université. Et avant ça, encore une fois, sur les 12-16 ans, il n'y a personne qui traite vraiment ce sujet-là et qui va chercher ce marché et ces talents-là, quoi. Donc, on n'a pas peur, on est accompagné, alors là aussi, dans le cas d'entrepreneuriat, on est accompagné par la BPI. Donc, si demain, vous voulez faire de l'export, regardez tout ce qui se passe autour, hein. Il y a des solutions de financement. On devrait avoir une subvention, enfin, pas une subvention, mais une assurance prospection. Donc, on ne prend pas un gros risque à aller là-bas, parce que c'est financé par l'État français qui dit vous exportez un savoir-faire français là-bas, donc on vous aide, on vous accompagne. Je ne prends pas un gros risque financier. Ça me permettra d'avoir un pied sur place quand même, et pourquoi pas de travailler avec des grosses équipes américaines, de leur fournir des joueurs, et en tout cas de les intéresser, peut-être de les entraîner sur mon projet. Donc c'est un coup à 4 bandes. Voilà, mais non, j'ai pas peur. Je pense que ça marchera même plus facilement là-bas, honnêtement. Parce que la partie Gaming Center en France, pure, hein, je parle hors académie, donc des jeunes qui viennent chez nous et qui viennent juste jouer le soir, c'est pas la folie. Vous avez tous un PC à la maison, vous jouez en ligne, voilà. Alors qu'aux États-Unis, j'ai vu des salles vraiment remplies, et ce business model-là, il marche mieux, donc on verra. Je te dirai ça dans 6 mois. J'y vais la semaine prochaine et on ouvre fin décembre. Pardon. Donc la première sera ouverte bientôt. Oui. Pour votre structure, sur le long terme, hormis les levées de fonds et le sponsoring, quels seraient les différents moyens de revenus que vous pourriez avoir qui seraient plus stables, plus fiables? Ouais. Alors dans les lignes de revenus qu'on développe actuellement, il y a le merchandising, donc la vente de maillots, de t-shirts, de mugs et autres goodies. La partie ticketing, donc avant même de construire un stade, on discute aujourd'hui avec des cinémas, ça c'est déjà fait, hein, on n'est pas innovant là-dessus, mais pour que certains de nos matchs importants puissent être faits en physique et donc avec des systèmes de vente de tickets. Il y a la partie Twitch aussi, où on commence à avoir pas mal d'abonnés et des dons, etc., qui peut être une source de revenus. Et puis, en fait, ce qu'on attend vraiment, c'est la monétisation par Riot, par exemple, des compétitions, quoi, mais qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est ça qui fera... vous trouverez des informations, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., qui font des analyses du marché. Ils estiment qu'aujourd'hui, le sponsoring dans les équipes comme la mienne, c'est 80% du revenu.
Demain, ça devrait être 40% media right, 40% sponsoring et le reste, un peu tous les à côté, quoi. Donc c'est ça qu'on attend tous avec impatience, mais bon, ça ne va pas se faire en 2 jours quand même. Il va falloir attendre un peu. Oui. Moi, c'était plus par rapport au contrat, ma question. Est-ce que c'est vous qui les fixez en fonction des jeux? Est-ce que c'est les joueurs qui peuvent les renégocier en fonction de leur performance? Parce que je sais que vous avez plusieurs rosters, par exemple, sur Fortnite. Est-ce que si les joueurs ils perdent un peu plus, je pense à, justement, vous parliez d'Andilex ou Podasite, c'est les deux un peu que je connais un peu plus. Est-ce que c'est eux qui, derrière, s'ils perdent un peu plus, peuvent venir vous voir pour renégocier, ou est-ce que c'est vous qui fixez ça dès le départ? D'abord, sur les contrats, juste pour vous dire, aujourd'hui, on fait partie des équipes qui sont labellisées, certifiées par la Direction Générale des Entreprises. Donc, il y a 8 ou 10 équipes en France qui ont passé les tests, on va dire, de sérieux. Voilà. Donc, on aurait même le droit de faire des contrats de travail. Je réponds un peu plus que ta question. Hein. On ne fait pas des contrats de travail aujourd'hui dans l'e-sport en France, voire même en Europe, c'est que des contrats d'auto-entrepreneurs. Donc, c'est pas... On est en faute vis-à-vis de la loi, mais toutes les équipes font ça parce que la concurrence est européenne et qu'aujourd'hui, un jeune joueur, payer des charges sociales, il ne comprend pas à quoi ça sert et lui, il veut savoir combien il va gagner en net et que du coup, on ne serait pas compétitif. Donc déjà, on a un vrai sujet qu'on travaille avec Francis Sport et la Direction Générale des Entreprises sur les formats de contrat. Voilà. Donc ça, c'est une première question. Après, comme dans tout marché, c'est l'offre et la demande. Tu es plus fort, Andilex est plus fort quand il vient me voir pour négocier son contrat que Squall, par exemple, qui n'a pas performé ou moins performé. Donc évidemment, on fixe des règles, un cadre budgétaire, et puis après c'est une négo. Dans la négo, il y a d'autres choses. Andilex, je te disais tout à l'heure qu'on prend en charge la partie academia, donc la partie formation. Donc on lui fait plaisir dans le sens où il ne va plus à l'école, on écoute son besoin, on est d'accord avec la maman, le papa, etc. Mais ça nous coûte 15 000 € l'année. Je vous parle de chiffres très très clairs. Moi, Academia, c'est 15 000 € l'année pour accompagner un joueur, c'est pas rien. Donc ça fait partie aussi de la négociation, quoi. Nous, on donne, toi, tu dois donner aussi, et voilà. Mais chaque cas et chaque marché, si je parle de League of Legends, où il y a un mercato qui va bientôt démarrer, on sait à peu près combien il faut pour attirer le joueur top niveau, le moyen, le moins bon, etc., quoi. Donc mais après, c'est une négo, et comme dans toute performance, moi j'ai d'abord fait 15 ans dans une grosse boîte, quand je ramenais un contrat à 10 millions, c'était plus facile d'aller demander une augmentation que si j'avais rien fait de l'année, quoi. Donc bien sûr, ça aide d'avoir de la performance. Ouais, voilà. Combien de temps vous laissez pour être à l'équilibre sur l'ensemble de vos activités? On s'est fixé 2022 pour arriver à l'équilibre, donc voilà, 3 ans encore, 2 ans et demi, 3 ans devant nous. Ouais. Mais bon, on verra, ça peut aller plus vite, moins vite. Honnêtement, moi je cherche aussi des investisseurs qui comprennent que le tout premier investisseur, là, je ne sais pas si vous avez vu, qui était à gauche, un ancien de Facebook, lui il vit aux États-Unis depuis 20 ans, 25 ans. Voilà, il est devenu américain, c'est un Français, mais il est devenu américain, 17e employé de Facebook. Donc je vous imaginez l'aventure qu'il a vécue avec cette entreprise. Lui, il m'a donné le premier million, pour être honnête, et il m'a dit on se revoit dans 10 ans. Il n'est pas à me dire alors c'est rentable, c'est pas rentable. On sait que c'est pas rentable aujourd'hui. Donc là, moi aujourd'hui, j'annonce 3 à 4 ans, mais je ne sais pas, franchement, ça va. Du coup, vous pensez que dans 3 à 4 ans, il va y avoir des media rights justement? C'est ça, ouais. C'est ce que les analystes pensent. Alors moi, je fais que retranscrire ce qu'ils pensent, mais oui, on espère en tout cas, on espère. Mais après, on verra comment ça évolue, parce que ça ne va pas être du copier-coller de ce qu'on connaît dans le sport traditionnel. Les modèles ne sont pas les mêmes. Le streaming, vous n'allez pas d'un coup tous payer 30 € pour voir un match de League of Legends. Ça ne marchera pas, donc ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il y aura d'autres modèles, voilà, les sponsors vont arriver aussi. Voilà, c'est difficile à dire, honnêtement, et les investisseurs n'aiment pas trop quand on leur dit ça. Mais moi, je préfère leur dire tout de suite, voilà, il n'y a pas de modèle aujourd'hui réel. Il faut croire dans un marché, il faut croire dans une perspective, une vision. Et il y en a qui sont prêts à croire à ça, mais voilà, c'est pas évident. Ouais, là-bas. Vous pensez qu'un jour, les plus petites structures et équipes e-sport pourront plus facilement se lancer sur certains jeux plus chers comme Overwatch, Counter-Strike, tout ça? Ouais, moi je pense qu'il y a un maillage de compétition qui va se faire. Il y aura toujours la Ligue des Champions voilà, pour les clubs, pour les grands clubs, mais j'espère en tout cas, et nous on essaie d'y contribuer, que des petites compétitions locales vont se mettre en place, puis départementales, puis régionales, ou pas d'ailleurs, parce que le maillage, voilà, tout est en ligne, donc on peut faire des compétitions nationales tout de suite, mais ouais, je pense que il y aura moyen ce ne sera pas le même objectif, quoi. Une petite structure, elle aura juste pour objectif de prendre du plaisir, de former des jeunes,
de faire de la compète pour se faire repérer. Mais le business se fera, c'est pour ça que nous on veut aller là, le gros business se fera sur le top niveau européen comme aujourd'hui, hein, dans le sport traditionnel. À part les clubs Ligue des Champions, les autres ne gagnent pas d'argent, donc c'est plus compliqué. Puis si on redescend dans les niveaux amateurs, c'est des clubs dont la mission est plus de former, d'accompagner, de faire vivre pendant des années des moments à des jeunes. Moi j'attends vraiment, on est un peu seul aujourd'hui là-dessus, à part un projet je crois à Valence qui s'appelle le Hub. Quand vous aviez 12 ans, 13 ans, vous auriez eu un petit club à côté de chez vous dans lequel jouer, s'entraîner avec un coach, porter un maillot. Puis moi j'ai une camionnette, on les met dedans, on va à un tournoi. Enfin, ça vous aurait plu, je pense, quoi. Voilà, j'attends qu'il y ait d'autres initiatives qui se mettent en place pour créer ces petits clubs de quartier partout en France qui permettent d'avoir une pratique de l'e-sport qui soit pas que dans sa chambre, mais en équipe, quoi. C'est quand même plus sympa de jouer ensemble. Là, vous vous voyez tous les jours, c'est plus sympa quand même que d'être à distance, seul dans sa chambre, quoi. À mon sens, mais bon, peut-être que je suis peut-être vieux jeu, je sais pas. Ouais. Justement, par rapport au fait que vous accueillez des gens relativement jeunes, c'est les parents qui vont du coup monétiser l'abonnement. Et comment ça se passe avec ces personnes-là qui ont un écart générationnel? C'est sûrement des personnes entre 35 et 50 ans qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe en ce moment. Comment ça se passe les négociations? Comment on voit avec eux pour faire arrêter de l'école à son enfant et passer sur un autre modèle? C'est pas un peu compliqué? L'écart générationnel n'est pas trop grand? Si, c'est compliqué. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect académie où là, les gens viennent en général avec leurs enfants et nous, on leur explique ce qu'on fait. On leur explique le projet pédagogique, éducatif autour du sport et de l'e-sport. Très rapidement, au bout de la 4e ou 5e séance, on fait une séance avec les parents. On les fait jouer à Fortnite avec l'enfant. Ils sont ridicules, le gamin se moque de lui, tout ça, c'est super. Du coup, les parents rentrent aussi un petit peu dans l'univers de l'enfant et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est puissant. D'un coup, c'est plus juste là, tu fais un truc dans ta chambre et je te dis viens manger, mais c'est je m'intéresse à ce que tu fais, le gamin adore ça, etc. Donc, on a plein d'aspects hyper positifs sur l'académie, mais pour ça, il faut parler avec les gens, quoi. C'est les réseaux sociaux. On ne peut pas expliquer tout ça, il faut parler, il faut démontrer, il faut avoir un contact physique, etc. En général, les gens viennent chez nous parce que le gamin le demande, mais avec une forte réticence. Et ensuite, c'est eux qui réinscrivent leur enfant parce qu'en fait, entre chaque séance, nous, on leur dit, voilà, votre enfant, il n'a pas besoin de jouer 4 heures chaque soir, mais il va faire 1 heure de build fight, tel sujet, tel truc. Moi, j'y comprends rien. Mais on leur donne des gammes à faire un peu comme au piano. On a repris un peu ces thématiques-là. Et donc, le papa ou la maman dit, ah, ton coach, il a dit que tu n'avais pas besoin de jouer 4 heures. Donc déjà, on est aussi un outil pour gérer ça. Sur la partie pro, c'est plus compliqué, ça dépend des parents. Sur le cas d'Andilex, si Andilex n'avait pas un talent fou, jamais je me serais permis d'appeler la maman, etc. Si Andilex, je n'avais pas senti qu'il allait lâcher complètement son année de première, je ne me serais jamais permis. Et dans tous les cas, moi, c'est la maman qui décide. La maman, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que son fils, il a décroché, que de toute façon, quand vous arrivez à 16 ans, papa, maman, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si vous avez envie de faire ce que vous voulez, bah, vous le faites. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver un moyen de concilier les deux. Et alors, pour aller vraiment dans le détail de choses qui sont un peu confidentielles ou internes, en tout cas, on a même conditionné les cash prizes, etc., à ses performances scolaires. Donc on essaie de relier les deux. Et le bâton, la carotte, voilà, on espère que ça va marcher. Mais ouais, c'est compliqué. Enfin, je ne peux pas faire ça sur tous les joueurs, on ne peut pas faire ça sur tout le marché. Et puis c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant si vous êtes bon au foot ou en basket, bah, vous allez être très rapidement, et Yannick Agnel en parlerait mieux que moi, mais à l'âge de 14 ans, mis dans une structure sport-études, encadré, pris en charge, reconnu comme un athlète de haut niveau, donc avec tout ce que ça comporte derrière. Autant là, bah, moi je suis tout seul avec la maman et heureusement une connaissance chez Academia qui nous a énormément aidés. Sinon, bah, c'est voilà, un peu le no man's land sur ces sujets-là. Alors que j'ai aucun doute sur le fait que être un e-sportif aujourd'hui, c'est un athlète, quoi. Donc il devrait être considéré comme tel. Donc bon, ça va prendre du temps ça aussi avant que les mentalités changent, quoi. Ouais, jeune fille. Au-delà du fait d'assurer un minimum d'éducation grâce à Academia ou autre, comment vous faites pour sécuriser le niveau culturel, etc. de l'enfant? Par exemple, à 16 ans, il devient semi-pro ou professionnel et que, admettons, à 20 ans, bah, il arrête sa carrière. Et comment il fait pour se réinsérer professionnellement? Vous l'aidez comment? Alors, on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement, mais c'est vrai. Alors, ce que tu disais sur Academia, juste un bémol, c'est que ce qu'on met en place avec lui,
c'est 4 heures de cours particuliers par jour intensifs qui suit le CNED. Donc il va suivre en fait les mêmes cours que ce qu'il aurait eu à l'école, sauf qu'à l'école, vous êtes 30 dans une salle, donc c'est plus long. Vraiment, je pense, sinon je ne l'aurais pas fait, je pense vraiment que du coup, il va cartonner, quoi. Il va avoir son 14 de moyenne, il va passer en terminale, etc. Je pense vraiment que ça peut être efficace. Après, moi, un truc qui me gênait, c'est qu'il n'aille plus en cours, qu'il ne voit plus ses copains. Enfin, tu parlais d'aspect culturel, ça me gênait. Bon, la maman, elle a dit de toute façon, il va en cours, mais il revient, voilà, il a ses potes en virtuel, etc. C'est un vrai sujet. Après, les reconversions, elles se font en général dans les équipes e-sport. Hein. Aujourd'hui, les anciens joueurs, on les retrouve à des postes de coach, de manager, de community manager, etc. Il y a quand même beaucoup de métiers qui vont se créer. Si vous êtes là, c'est que vous pensez qu'il y a des métiers. Il y a des métiers qui se créent. Et l'expérience d'un joueur professionnel, s'il a vraiment quelques années au très haut niveau, elle est hyper intéressante pour une entreprise, pour une structure. Donc, ça sera plus, à mon avis, de la validation d'acquis, choses comme ça. Après, à 20 ans, tu peux reprendre des études aussi. Donc, on n'a pas eu le cas encore, hein, parce que nous, on n'a qu'1 an de recul, mais ouais, c'est un sujet aussi pour la suite, quoi. Ouais, parce que... des métiers, si on voit que vous-même et puis votre staff, donné du sport ou des business normaux, il y a 2 ans, je crois, on ne connaissait rien. Nous, on est là, vous travaillez avec Cage. Quelle est votre position? Vous pensez qu'on a une vraie plus-value, ou que quand les Cage, les EM, les ESSEC vont voir un truc qu'ils ne vont plus voir finance, voilà, quelle est votre position? Non, mais je ne suis pas là que pour vous parler aujourd'hui, hein. On est aussi là pour discuter après avec Thierry de partenariat. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que des écoles comme celle-là, il n'en existait pas. Enfin, vous êtes les toutes premières promos, si je ne dis pas de bêtises. La qualité de ce que je vois, l'encadrement, etc., fait que vous serez, à mon sens, si je pouvais recruter des gens aujourd'hui qui aient la double casquette, on va dire, fans d'e-sport, vous avez tous levé la main sur Twitch, voilà, ou dans cette culture-là, mais aussi avec des compétences générales de marketing, de finance, voilà, moi, ça me suffirait largement. Et je serais, d'ailleurs, je pense qu'on va parler de stagiaires à la fin entre nous, mais moi, je vais chercher aussi à recruter des gens comme ça, parce que j'ai pris des gens qui venaient du sport, parce que ce que j'ai vu dans l'e-sport aujourd'hui, dans les structures marketing, etc., c'est quand même pas tout à fait au niveau de ce que j'ai pu voir dans le sport traditionnel. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est aussi que c'était mes réseaux. Donc on l'a fait comme ça, etc. Maintenant, j'étais à Bordeaux dans une autre école en début de semaine. Je suis là avec vous aussi parce que les prochains talents qu'on veut recruter, on veut qu'ils aient cette double casquette, être capable de parler d'e-sport, mais être capable de faire autre chose aussi à côté, quoi. Et des gens de l'e-sport, moi, des purs, des puristes, des gens qui sont là depuis 10 ans, ils ont développé une façon de travailler qui est compliquée aujourd'hui dans l'étape de développement dans laquelle on est, quoi. C'est-à-dire que des fois, ils jouent pendant 3 heures et moi je leur dis, ils me disent, on est une boîte de gaming. Je dis, ouais, on est une boîte de gaming, d'accord. Mais tu joues quand tu n'es pas là, quoi. Enfin, quand même, il faut travailler, quoi. Il y a plein de sujets qui demandent Ça n'empêche pas qu'on peut jouer, évidemment, mais voilà. Donc je pense qu'il y a, c'est des bonnes perspectives pour vous, même si je ne suis pas sûr que les équipes soient les plus gros employeurs. À mon avis, il y a toute une industrie autour de ça, hein. Nous, dans un staff comme le mien, on est 8, 9. Voilà, donc c'est vraiment, on va venir injecter 1, 2, 3, allez, peut-être 10 personnes si on a une grosse croissance, alors que ils vont chercher. En fait, ce qui est en train de se passer, je partage des expériences aussi. Je travaille par exemple avec Lagardère, qui est une grosse agence de sport, hein, qui a décidé de se lancer dans l'e-sport. On fait des choses avec eux, mais personne n'y connaît rien chez eux. Mais vraiment, ils n'y connaissent rien. Donc ils ne peuvent pas le vendre, ils ne peuvent pas l'expliquer aux clients. Donc ils ont recruté quelqu'un qui venait de chez Gamers Origin. Et j'étais en réunion hier avec un gros client avec lui. Et clairement, heureusement qu'il est là. Parce que si lui n'était pas là, Lagardère, ils sont à la ramasse. Donc ces grosses agences, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il n'y a pas que les écoles et les équipes, quoi. Il y a aussi toute l'industrie qui touche au sponsoring, aux droits médias, etc., qui va avoir besoin de gens qui connaissent le domaine et qui ont les compétences générales. Ça va? C'est bon? Hein? Bien d'accord. Ah bon. Ouais. Mais si vous arrivez à convaincre de plus en plus d'investisseurs jusqu'à atteindre un niveau qui vous permettrait d'entrer dans une des ligues franchisées, vous seriez capable de retarder alors à ce moment-là votre rentabilité, enfin votre objectif de 3 ans? Oui. Ou alors c'est un investissement qui est trop gros encore? Non, tout à fait. Alors,
Si on arrive demain au stade d'entrée en LEC, par exemple, on va prendre cet exemple-là, et qu'il faut mettre 10 ou 20 millions, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça sera beaucoup plus facile de trouver des gens capables de mettre 10 ou 20 millions qu'aujourd'hui, la phase dans laquelle on est, où finalement, j'ai aucune sécurité. Parce que le slot, aujourd'hui, aux yeux des investisseurs dans le monde de l'e-sport, considéré comme un actif, on a déjà des choses qui prouvent que, je crois que c'est EcoFox aux États-Unis qui avait acheté son slot 10 millions, l'a revendu 40 en un an. Donc la valorisation du slot, elle est exponentielle. Donc ça sera presque plus facile. Et évidemment, on repartira sur un cycle de non-rentabilité. Moi, la rentabilité pour la rentabilité, à un moment donné, si on veut se développer, grossir, grandir, on ne peut pas être rentable. Enfin, sur le domaine dans lequel on est, nous, actuellement, en tout cas. Mais c'est vrai sur tous les domaines. Uber, ce n'est pas rentable. D'accord ? Uber, ça ne gagne pas un rond. Tesla, ça ne gagne pas un rond. Voilà. Sauf qu'ils sont en train de prendre des positions de marché qui vont faire que plus tard, Uber, c'est le numéro 1, tout le monde a l'application téléchargée, du coup, ils vont pouvoir monter les prix. Nanana. Donc, il y a une stratégie moyen terme, long terme, et il faut emmener des investisseurs qui honnêtement ne sont pas français. Voilà, les Français, on est très souvent sur une approche très scalable, les VC ils veulent quelque chose de très techno. L'e-sport aujourd'hui, c'est compliqué de convaincre des Français de venir dedans. Enfin, en même temps, je vous dis ça, tous les investisseurs sont français, mais c'est soit des amis, soit des gens qui habitent aux États-Unis, etc. Sinon, sur les gens classiques qui financent les startups aujourd'hui, ils ont un peu de mal avec l'e-sport, quoi. Et notamment avec les équipes. Ils estiment, en fait, ils font la comparaison entre l'e-sport et le sport, normal, mais ils regardent le football, alors que ce qui ressemble le plus à l'e-sport, c'est la NBA. C'est plus ce modèle-là qui est en train de se mettre en place dans l'e-sport, et la NBA est un modèle très rentable pour les propriétaires de franchises, alors qu'un club de foot, ça perd tous les ans 80, 50, 30 millions, enfin voilà, c'est plus difficile à rentabiliser. Oui. Vous avez parlé de BPI France. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres organismes dans ce type qui peuvent vous permettre de vous exporter donc, comme aux USA, comme vous en avez parlé pour la fin d'année, ou même pour les années à venir en Europe ou en Afrique? Alors à ma connaissance, non. En tout cas, BPI France est le point d'entrée central pour tout un tas d'aides, de financement, de subventions, de crédit à taux zéro, de crédit impôt recherche, etc. Donc c'est pour nous pour moi le point d'entrée principal sur de la recherche comme ça de fonds non dilutifs, donc de choses qui vous diluent pas le capital et pour lesquelles vous n'êtes pas obligé de donner des parts de votre société. J'en connais pas d'autres, il en existe peut-être après, je ne sais pas, mais non, bon, je pense que c'est avec eux, en tout cas, qu'on est le plus accompagné aujourd'hui. Oui. Vous disiez tout à l'heure que MCES était plus axé sur la performance plutôt que la visibilité ou le stream. Vous ne pensez pas que ce qui a fait le succès d'équipes comme Vitality ou Solaris, c'est des figures mainstream comme Gotaga ou la Web TV de Solaris, par exemple? Oui, c'est deux trucs différents. Solaris, ils sont quand même beaucoup sur la perf et ils ont la chance d'avoir Gotaga, Vitality, pardon. Tandis que Solaris est créé vraiment comme une équipe de streaming. Alors, pour avoir bien analysé et connaître bien les deux, en plus, Solaris, ce qu'ils ont fait, c'est inimitable. C'est-à-dire que c'est des potes qui sont dans le gaming depuis des années, ils se sont réunis, ils ont fait un collectif. Ça ne peut pas être un projet d'entrepreneur comme moi, je ne peux pas aller recruter des influenceurs, ça ne se passe pas comme ça dans le monde des streamers. Ils gagnent tellement bien leur vie en streamant que je peux leur proposer ce que je veux, ils ne viendront pas. Donc c'était difficile de le prendre par ce biais-là. Le modèle Vitality, il est d'abord modèle compétitif. Gotaga, avant d'être un influenceur, c'est d'abord un super joueur. Et ils ont réussi une espèce d'amalgame entre les deux qui a fait leur succès. Pour rien te cacher, on adorerait avoir le futur Gotaga dans notre équipe. On regarde quand même, mais on est d'abord axé sur la perf, comme Vita, parce que Vita, quand même, ça gagne, quoi. C'est quand même une équipe qui gagne. Et on est en train, effectivement, de réfléchir à comment on pourrait intégrer un influenceur ou un influenceur en devenir et nous aider à porter la visibilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos choix de recrutement de joueurs, la visibilité n'entre absolument pas en compte. Elle le pourrait, on pourrait dire, on prend un tel, il est un peu moins bon, mais il est plus visible, etc. Non, on n'a que des joueurs qu'on a pris sur le seul critère de la performance ou la performance future. C'est un choix. Aujourd'hui, je crois que sur Twitch, c'est 80% de la visibilité, c'est lié aux streamers. Et 20% seulement au monde compétitif, donc on s'est mis sur ces 20%, parce que c'est notre ADN, c'est comme ça, et qu'on pense que ça va s'équilibrer. A priori, ça devrait aller vers du 50-50, et les compétitions s'améliorant, se structurant, devraient être de plus en plus visibles, les fans devraient s'engager de plus en plus, etc. Donc on a choisi ce positionnement-là. Après, l'idéal, c'est, je ne sais pas si vous connaissez FaZe aux États-Unis, bon voilà, mais là, c'est déjà 10 ans devant moi. Et puis encore une fois, FaZe, la construction de FaZe, c'est
c'est des gens, des gamers. Moi j'arrive pas de là, quoi. J'arrive de là, d'à côté, et je peux pas m'inventer streamer et demain devenir influent sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas. Ouais. Il faudra qu'on injecte un peu de ça, oui. C'est dans les tuyaux d'injecter un peu d'influence et de streaming. Parce que vous avez vu, on a fait une collaboration avec Prism cet été, avec Dogby qui est venu aussi. Donc voilà, on travaille avec eux pour l'instant, et puis un jour peut-être on fera une seule et même marque, entreprise, on verra. Voilà. Je vous propose de poursuivre les échanges en off. Allez. On peut l'applaudir. Merci. Merci à vous.